Latinoticias présente des interviews du sport, de la politique et de la culture, du divertissement. Latinoticias, journal latino de France, présente ce qui se passe aujourd'hui avec Soraya Bitola. Hola, bonjour. Dans un contexte où la France fait face à des tensions sociales, économiques et culturelles grandissantes, Karim Oukao, rappeur et acteur issu des quartiers populaires, prend la parole pour exprimer ce que beaucoup ressentent mais ne disent pas. Son message issu de son vécu et de son observation appelle un sursaut collectif. Aux côtés de Stéphane Lemaire, stratège en transition, nous avons le plaisir d'accueillir à Kao pour une conversation essentielle, lucide et son détour. Kao, bienvenue et merci beaucoup pour accepter notre invitation. Merci pour cette invitation. Merci surtout de me donner la parole parce que c'est vrai que la parole, on ne l'a pas souvent. Et quand on a la chance d'avoir la parole, il en va de notre responsabilité d'être transparent et de continuer le mouvement de façon intelligente. Donc, obrigado. Merci. Merci à toi. Kao, en commençant pour parler justement sur le mouvement que vous créez qui s'appelle Lève-toi. Et ce mouvement porte une forte parole. As-tu la conscience des répercussions possibles? Enfin, tu vois, moi, le combat que je mène, je suis conscient de ce qui se passe. Conscient de ce qui se passe, conscient de ce que ça apporte aux gens, à toutes les personnes, et peu importe la religion, la couleur de peau ou même le niveau social. Ouais, clairement. Et je suis également conscient de ce qui peut se passer, tant en mal qu'en bien. Et je pense que c'est aujourd'hui, beaucoup de gens applaudissent ce mouvement, beaucoup de gens applaudissent ces paroles-là. Moi, quelqu'un aujourd'hui qui, peu importe sa couleur de peau, sa religion, quelqu'un qui tient les mêmes propos que moi, ben pareil, je pense que je lui dirais bravo, parce qu'à un certain moment, c'est ce que je dis, la violence et la haine te touchent, et peu importe, la haine et la violence ne va pas demander ta couleur de peau ou ta religion. Exactement. Quand il y a eu l'attentat à Nice avec le camion qui a fait 86 victimes, et puis à toutes les victimes, la première victime, c'était la maman d'un ami à moi, et mon ami était musulman. Donc la haine et la violence ne regardent pas la couleur de peau et la religion. Et Kao, et justement, ce mouvement s'appelle Lève-toi. Comment on peut interpréter ces mots, Lève-toi? Parce que dans un contexte de violence, on peut dire que c'est l'invitation à la haine de se lever. Comment on peut l'interpréter en fait? Alors, pour l'interpréter, Soraya, j'aime bien les métaphores. Même quand j'écris les textes de rap, j'adore les métaphores. Il faut voir ça de façon imagée. Aujourd'hui, tout le monde, nous regardons la télévision avec les informations en continu sur toutes ces chaînes de télé. Tout le monde est assis dans le canapé, tout le monde pleure, des marches blanches, tout le monde râle, tout le monde n'est pas content, mais tout le monde reste assis. Lève-toi, c'est ni plus ni moins de dire, allez, ok, ça va pas, alors lève-toi. Viens, on trouve une solution. Le souci dans notre société, en France, c'est que nous grandissons dans des cases. Dans cette case-là, on va t'empêcher de voir grand, penser grand, de rêver, de bâtir. Quand tu vas commencer à essayer de bâtir des projets, tu vas te retrouver avec des personnes qui vont te dire « Oui, mais attention, là, ça peut être difficile. Attention, là, peut-être que tu ne vas pas y arriver. Ok, mais est-ce que tu peux me dire que je peux y arriver? Est-ce que tu peux me dire que j'ai les capacités pour réussir ?» C'est toute une mentalité. Tout à l'heure, on disait que je vais à Miami souvent. Oui, j'aime aller à Miami ou à New York. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Mais la mentalité américaine, on ne te dit pas « Non, tu ne vas pas y arriver. » On te dit « Ok, fonce. » Et ce que je fais, c'est ramener un peu de cette mentalité américaine en France pour montrer à tout le monde qu'on est capable de faire de grandes choses. Il suffit d'une seule étincelle pour que le feu y prenne. Au niveau de la violence, je ne veux pas de violence, ni verbale et ni physique, parce que utiliser la violence, ça dessert des propos, ça dessert des idées. Surtout quand tu luttes pour un mouvement populaire et pacifiste, il ne faut pas faire preuve de violence. Souvent, je fais des lives sur TikTok, j'ai la chance d'être suivi par beaucoup de followers. Des personnes souvent ne comprennent pas le message, alors viennent et m'insultent. Quand ils m'insultent, je leur dis qu'ils ont le droit de m'insulter. C'est de leur droit de m'insulter, de me cracher dessus, même si c'est violent, c'est de leur droit. Mais je leur dis, vous savez, juste, moi, je ne répondrai jamais. Et je vous tendrai toujours la main, parce qu'il y aura un jour où vous comprendrez ce que nous sommes en train d'essayer de réaliser. Et à ce jour-là, vous viendrez avec nous, et nous, on vous regardera en vous disant, allez, on oublie, maintenant, tu viens avec nous construire. Tu comprends? La violence, c'est pas bon. Il faut faire réfléchir les gens et leur montrer qu'on est capable de faire des choses uniques, comme il s'est passé dans l'histoire du monde. On a vu Rosa Parks dans ce bus. Elle était assise à l'époque de la ségrégation. Cet homme blanc est allé vers elle. Il a dit, madame, vous êtes noire, vous vous levez, vous devez me laisser la place. Rosa Parks a dit non. Il a dit, ok, je vais appeler la police. Rosa Parks a répondu avec beaucoup de délicatesse, faites ce que bon vous semble. Et après, ce mouvement a donné vie à d'autres mouvements américains portés par Martin Luther King. Tout est possible, mais il faut savoir parler, analyser et savoir réunir les gens. Justement, Kao, tu as parlé justement de rassembler les gens, de faire réfléchir les gens. C'est une chose très difficile pour faire comprendre les gens que ce qu'on cherche, c'est la paix, c'est l'amour. Et justement, peut-on aimer la France sans s'être accusé de trahir des origines? Si tu veux, effectivement, certains médias ou certains hommes politiques essaient de diviser les Français.
La moindre chose que tu vas dire, tout est politisé en France. La moindre chanson que tu vas faire, la moindre photo que tu vas faire, le moindre post sur les réseaux sociaux sera politisé. Et en fait, moi, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est d'expliquer à toutes les personnes qui me suivent, je leur dis deux choses, tu sais. Moi, je ne regarderai jamais ta couleur de peau. Je ne regarderai jamais ta religion. Et la deuxième chose, c'est que je ne regarderai jamais pour qui tu votes. Tu es libre de voter pour qui tu veux. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais par contre, juste une chose, rappelle-toi que la violence et la haine touchent tout le monde. Que tu votes à l'extrême gauche, à l'extrême droite, partout. Et moi, ce que je fais, je crée ce mouvement pour qu'on puisse grandir dans une France apaisée, pour que tes enfants, demain, puissent aller danser sans prendre des coups de couteau, sans s'entretuer. Et en fait, quand vous tenez ce genre de propos et que les gens ressentent votre sincérité, là, dans leur tête, il y a tout qui bouge. Poussez les gens à la réflexion, à l'analyse. Pour certaines personnes, ça va prendre un peu de temps, la démarche, le mécanisme. Pour d'autres personnes, ils vont comprendre le sens de ton combat. Et là, ils diront, mais tu sais quoi, K.O., t'as raison, on arrive. Et cette façon de parler, aujourd'hui, Soraya, en France, les hommes politiques ne l'ont pas. Pourquoi ils ne l'ont pas? Parce qu'ils ont des niches électorales. Ils savent qu'ils ont des éléments de langage pour parler à leurs électeurs. Mais même ça ne marche pas quand tu vois qu'il y a 29% de taux d'abstention lors du second tour des élections présidentielles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'homme politique n'est plus entendu. Pourquoi? Parce que les gens en ont marre. Ça fait 30 ans qu'ils entendent qu'ils voient les mêmes visages, qu'ils entendent les mêmes éléments de langage. Et pourtant, leur vie est pareille. Ils ont du mal à aller faire les courses. Ils n'ont plus de pouvoir d'achat. Ils ont du mal à faire le plein d'essence. Et puis, ils voient les gens s'entretuer, les jeunes s'entretuer un soir de victoire de football. Et quand il va y arriver quelqu'un avec une casquette sur la tête, qui est issu de l'immigration, et qui leur parle, et qui les touche, c'est pile à ce moment précis que le mouvement est en train de naître. Et pour moi, c'est quelque chose de très beau, c'est en train de se passer, je suis très touché. Mais on va continuer à grandir et continuer à toucher les gens. Il faut réussir. Le système politique en France, qu'est-ce que tu en penses de le système politique? Aujourd'hui, ce que je pense du système politique, c'est qu'il y a beaucoup trop de carriéristes aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la politique un métier. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose. La politique n'a jamais été un métier. La politique est une vocation. Quand on rentre en politique, on rentre en politique pour se battre pour des valeurs que nous défendons, des idées que nous défendons, et des idées qui servent au pays, aux gens qui ont besoin de ces idées, besoin d'un homme fort à la tête de l'État. Aujourd'hui, comme je l'ai évoqué il y a quelques secondes, la parole de l'homme politique est inaudible pour énormément de personnes. Il n'y a qu'à voir le taux d'abstention. En France, moi je parle beaucoup dans la rue avec les jeunes ou les moins jeunes, et les jeunes, ils ne veulent même pas faire leur carte électorale. C'est-à-dire que tu te retrouves dans un pays dans lequel les anciens se sont battus, ont fait des guerres, sont morts pour le droit de vote, pour la liberté. Et aujourd'hui, ces jeunes ne veulent pas la carte électorale. Eh bien moi, ces jeunes-là, je ne leur crache pas dessus. Pas du tout. Si ces jeunes-là ne veulent plus faire leur carte électorale, s'ils ne veulent pas se lever le matin, le dimanche pour aller voter pour les élections municipales, législatives ou présidentielles, c'est juste qu'il n'y a aucun homme politique qui sait entendre ces jeunes, ou même entendre le peuple et parler au peuple et faire les choses. Et c'est pour ça, quand tu vois quelqu'un comme moi, issu du milieu du rap, de la littérature, à côté, je suis aussi acteur, j'ai fait mes premiers pas d'acteur pour Netflix, et qui parle à tous ces gens-là, alors d'un côté, tu as les gens et le peuple qui dit « Waouh, enfin quelqu'un qui nous comprend », et qui parle comme on comprend, qui connaît la vraie vie parce qu'il vit encore dans un quartier, et puis de l'autre, vous avez les politiciens qui te regardent, et ils se disent « Attends, il n'a pas fait l'ENA, il n'a pas fait les grandes écoles, il n'a même pas de diplôme, il parle super bien, et il réunit les gens. » C'est ça qui est en train de se passer. C'est absolument génial. C'est vraiment génial. Si je reprends tes mots, tu parles de vocation pour faire de la politique et pas de carrière en fait. Et alors évidemment, je fais qu'abonder dans ton sens pour cette partie-là. Est-ce que toi, tu sens la vocation? C'est une question, j'enfonce des portes ouvertes, mais est-ce que tu peux nous parler de ça? Qu'est-ce qui fait naître en toi en fait ce moment? Qu'est-ce qui te fait te lever, toi? Pourquoi tu t'es levé un jour et que tu demandes aux autres ou tu proposes aux autres de se lever? Steph, je trouve ta question tellement pertinente et en fin de compte, elle renvoie à mes propres racines. Moi, j'ai été adopté à l'âge de 9 mois en 1983 et mon grand-père adoptif, si tu veux, était quelqu'un qui aimait la politique au point où, à table, il était au bout de la table, nous on était à côté avec mon petit frère adoptif et ma grand-mère adoptive. Personne n'avait le droit de parler quand il y avait il regardait beaucoup les infos, les émissions politiques et il hurlait à la télé. Il hurlait. Le problème, c'est que du coup, il défendait un bord extrême. Il tenait des propos absolument d'une violence pas possible à idolâtrer certaines personnes qui ont fait l'histoire dans les heures les plus sombres de cette histoire. Moi, je savais que je connaissais déjà mes racines africaines. Et je ne comprenais pas déjà à l'âge de 7-8 ans. Donc déjà très tôt, en fait, j'ai été mis face à la politique. Le dimanche soir à 19h,
Je me souviens que j'avais les yeux plongés dans les yeux bleus océan d'Anne Sinclair quand il y avait 7/7. Alors j'ai tout vu. Le RPR, l'UEDF, Édith Cresson, Robert Hue, tout. Je suis né dedans, comme quelqu'un serait né dans la musique ou tout ça. Donc indirectement, tout ça, c'est rentré dans mon ADN. Et à un certain moment, quand j'ai pris conscience des différents combats qui ont marqué l'histoire du monde, en France ou même au niveau des États-Unis, avec JFK, avec toutes ces choses-là, avec les combats aussi menés par Tupac, les Black Panthers, tout ça, là, je me suis dit, waouh, c'est des gens qui se sont battus pour ceux qui avaient besoin d'entendre, pour ceux qui n'avaient pas de voix. Ils sont devenus des porte-paroles. Et je me suis dit, mais c'est impressionnant. Et je me suis dit un jour, j'espère moi aussi apporter ma pierre à l'édifice. Mais quand, comment, je sais pas, je suis personne. Et en fait, tout ça s'est mis en place tout seul à travers mon rap. Je voulais pas faire de la musique rap comme tout le monde, parler un peu de façon vulgaire et très caricaturale. Et wesh yo, ouais, nique ci, nique ça, moi le shit, je fais de l'argent. Non, moi je fais pas d'argent avec le shit. Moi je nique pas la France, je nique pas la police. Je préfère lire des livres, je préfère regarder des documents historiques sur l'économie, la géopolitique, regarder comment a grandi Apple, comment grandir ces sociétés, qui sont-ils. C'est eux qui m'inspirent. Donc j'ai toujours voulu me différencier. À l'époque, au quartier, quand je faisais ça, des fois, je t'avoue que j'avais des gens que je connaissais qui allaient faire des bêtises. Moi, je leur disais non, je préfère rentrer à la maison, regarder des documentaires. Ils m'ont dit ouais, mais toi, tu sers à rien. Mais des années plus tard, en fait, ils viennent me voir en me disant mais Karim, en fait, t'avais raison, on aurait dû rester avec toi, regarder ces documentaires. Aujourd'hui, quand on voit une fois de plus, qu'en 1985, Michel Colucci, donc Coluche, a créé les Restos du Cœur sur une simple idée, tout le monde a pris pour un fou. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2025, que l'inflation touche énormément de familles françaises au-delà de leur couleur de peau et des religions, et qu'il y a de plus en plus de familles qui mangent au Resto du Cœur. Pourquoi ? Parce qu'un homme a décidé de mettre sa carrière de côté et de faire les choses bien. Exactement comme Daniel Balavoine qui a décidé de construire des puits, qui a décidé de se battre, on se souvient tous en 1982 de ce face-à-face face à François Mitterrand. Il a fait trembler le système, il a réuni, il a rassemblé, il a parlé avec ses tripes, sans même parler une seule fois de sa musique. C'est ces gens-là qui m'inspirent. Et tu te dis que si tu arrives à la cheville de ces gens-là, si tu arrives à créer un mouvement populaire pour dire aux gens maintenant, stop, soyez conscients, levez-vous sans violence, mais on va porter notre voix tous ensemble. C'est exactement dans le même sillon de ces hommes qui ont fait la France, ou même dans ces hommes qui sont rentrés dans le cours de l'histoire, et ils sont nombreux. Aujourd'hui, tu as cité Balavoine, tu as cité Coluche, c'est que des gens qui ont disparu. C'est que des gens qui ont disparu après avoir pris la parole. Comment tu envisages, toi, gérer cette prise de parole, cette image, pour pas te mettre en danger et peut-être pour que on ne puisse plus aujourd'hui, en fait, faire décaniller celui qui gêne. Ce qui s'est passé, c'est simple. C'est cette fameuse année 1986. 1986, comme par hasard, on a vu s'éteindre les deux porte-paroles. Et il ne faut pas aussi oublier Thierry Le Luron, qui n'hésitait pas dans ses spectacles à tailler certains hommes politiques. On a arrêté les Guignols de l'info. Pourtant, les Guignols de l'info étaient une émission caricaturale dans laquelle les Français se sont surpris d'aimer énormément la marionnette de Jacques Chirac, de Johnny Hallyday ou encore Zinedine Zidane, Sylvester Stallone et j'en passe. On a fait fermer une chaîne de télé, C8. Waouh! Qui peut me parler de liberté? Ta question? Est-ce que j'ai peur de mourir pour ce que je suis en train de faire? La seule différence entre 1986 et 2025, c'est qu'il n'y avait pas les smartphones comme aujourd'hui. Donc tout ce qu'on dit là, on l'est là, Tabido, elle passera sur tous les médias. S'il m'arrive un truc, ok, tu sais quoi? Et rappelez-vous qu'au mois de juin, K.O. était dans son studio, il était en train de parler à 2 journalistes de ça. Non, j'ai pas peur. Parce que quelque part, j'aurais beaucoup de peine pour mes enfants. Beaucoup. Mais je sais qu'il y aura des gens pour eux. Mais je suis pas condamné à rester assis dans un fauteuil, dans un canapé, à attendre des gens vouloir me guider, alors qu'ils connaissent rien de ma vie. Alors que papa et maman, par exemple, la ministre chargée de la ville, son papa a été directeur du cabinet d'Édith Cresson entre 80 et 82. Ça fait l'ENA, ça fait tout ça. Mais c'est ce que c'est que d'avoir un ventre vide et de bosser, de faire le moindre taf pour t'en sortir, parce que t'as pas envie de toucher à la rue et tout ça. Non, on ne doit pas avoir peur de prendre la parole. On ne doit pas avoir peur en fait de réunir. Moi, j'ai rien fait de mal. À aucun moment, j'emploie des mots vulgaires. À aucun moment, je fais preuve de violence. À aucun moment. Toutes les propositions que je fais sont chiffrées, elles sont optimisées et elles prennent en considération la dette abyssale de 3300 milliards qui s'élève au-dessus de ma tête, de ta tête, de la dette de nos gamins et de nos petits gamins. Me foutre une balle, pourquoi? Parce qu'en fait, je parle vrai. Mais si demain, en fait, ça arrive, ils vont faire quoi après? Mettre une médaille de Légion d'honneur à titre posthume comme ils font tous en fait, aux agents de la pénitentiaire et tout ça? Tout ce cinéma, j'en veux pas. Et même si un jour ça arrive, même mort, j'en veux pas. Gardez vos médailles. Ce qui compte, c'est pas la médaille. Ce qui compte, c'est la main qui te remettra la médaille. Tu peux avoir la plus belle médaille du monde. Mais si la main de celui qui te remettra la médaille n'est pas belle, si elle a du sang sur elle, je veux pas de médaille alors. Non, faut pas avoir peur. Justement, Kao, pour dire tout ce que tu es en train de dire,
et que tu as déjà exprimé dans les autres médias et même sur les réseaux sociaux, il faut avoir du courage. Et justement, là, on peut voir que la France a peur. Oui. Comment vaincre la peur? En parlant. Vous savez, je travaille beaucoup avec les jeunes et je lutte contre les discriminations et le harcèlement. Vous voyez, je vais faire un truc simple. Le harcèlement, c'est ça, c'est un triangle. Dans ce triangle-là, en haut, vous avez le harceleur. En bas à gauche, vous avez la victime. En bas à droite, vous avez le témoin. Pourquoi en France, il y a autant de tentatives de suicide de nos enfants pour le harcèlement? Parce que lui, il met la misère, lui subit la misère et lui ne parle pas. Pourquoi il ne parle pas? Parce qu'il a peur des représailles et il a peur de passer de la case témoin à la case victime. Mais si un jour, le ou les témoins se prennent à parler, ils vont pouvoir sauver la vie de cette victime-là. Et ils vont pouvoir en même temps montrer à l'auteur qu'il n'est pas puissant. Parce que ça sera toujours le ou les témoins les plus puissants. Ce qu'on vit en France, c'est exactement pareil. Si vous arrivez à trouver les mots pour rassembler les gens de façon très intelligente et pertinente, les gens vont se dire « Hé, lui, il parle, mais c'est bien ce qu'il dit. Hé, attends, mais moi, je suis avec toi, je pense pareil. » Et en fait, ça va faire une réaction en chaîne dans laquelle vous allez toucher des milliers et des milliers de personnes. Et quand vous aurez touché des milliers, voire des millions de personnes, ça sera pile à ce moment-là qu'il ne faudra pas trembler. Il faudra juste rester tel quel, continuer à faire ce que vous faites simplement. Simplement. C'est ça en fait le truc, simplement. Ne pas avoir peur. Parce que si vous avez peur, malheureusement, les choses n'avancent pas. Et on en a marre maintenant de se faire manipuler. Comment est-ce que c'est ressenti ça dans les quartiers? Est-ce que les jeunes ont peur? Est-ce qu'il y a un manque de respect? Et quelle serait la manière de remettre du républicain dans ces quartiers-là, c'est-à-dire du respect de ce dont on profite nous-mêmes? Alors pour essayer de t'apporter des éléments de réponse, et déjà il faut quand même remettre les choses de la fin de l'église au centre du village. Sous l'ère Sarkozy, on a quand même enlevé la police de proximité. C'est-à-dire que je crois que la phrase était « Oui, non, les flics ne sont pas là pour jouer au foot avec les jeunes ». Sauf que je ne trouve pas ça pertinent parce qu'en fin de compte, il y avait ce lien qui se tissait entre la police et la population, la police et les jeunes. Après ça, il y a une fracture. Et du coup, cette fracture n'a pas du tout aidé à tisser ce fameux lien qui était vraiment important pour l'ensemble de la République et pour ces jeunes de quartier. Ces jeunes de quartier, tu as des jeunes qui sont une minorité, qui sont totalement perdus et du coup, qui font absolument n'importe quoi. Mais la plus grande majorité, elle avance dans le silence, dans le respect parce qu'ils ont été super bien éduqués. Il y a plein d'autres soucis. Et effectivement, des fois, tu as des jeunes qui, eux, sont super droits, ils vont se faire contrôler 3-4 fois par jour. Donc, on peut concevoir que ce jeune, à un certain moment, il est au lycée, et il est droit. On peut concevoir qu'à un certain moment, il peut se sentir discriminé. Ça, c'est une réalité. À contrario, tu as aussi ce policier qui, lui, travaille dur. Il a fait ce métier pour aider aussi la jeunesse et les Français. Et puis, il se fait menacer, ou se fait cracher dessus, ou se fait violenter, ou se fait caillasser. En fait, la France, aujourd'hui, c'est l'histoire de deux mondes. De deux mondes qui se regardent, de deux mondes qui ne sont plus capables de communiquer entre eux. Et des fois, à la moindre étincelle, ça explose. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est de retisser ce lien. Beaucoup de personnes œuvrent à ça. Il y a beaucoup d'associations. Il y a aussi Bruno Pomar de la police qui mène beaucoup d'actions avec Raid Aventure. Tu as énormément de gens qui font ça et on voit que ça fonctionne. On le voit que ça fonctionne. On voit qu'il y a des résultats. Moi, c'est vrai que par rapport à ça, je milite pour la mise en place du service militaire obligatoire du 18 à 25 ans, parce que du coup, c'était un des seuls endroits en France dans lequel tout le monde, il y avait une réelle mixité sociale, ethnique et autres. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être favorable pour les futurs de ces jeunes et également pour les futurs de la France, sur le plan d'éducation, sur le plan de l'apprentissage, du vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose de très important. Mais c'est vrai que oui, ça clash. Mais voilà, je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites. Et pour moi, voilà, la police de proximité, c'était quelque chose à ne pas toucher. Et en fait, Kao, tu as parlé tout à l'heure justement de l'éducation, des personnes qui sont bien élevées. Et selon toi, c'est quoi la faiblesse du système, en fait, des systèmes d'éducation? C'est ou le système, c'est la famille, ou c'est à qui la responsabilité? Alors, Soraya, c'est une question qui est difficile de répondre comme ça à une seule phrase. En fin de compte, nous sommes que l'évolution du système. C'est-à-dire que l'évolution du système, l'évolution passe par l'image de la famille. Aujourd'hui, l'image de la famille a énormément changé quand tu sais que 45%, je crois, des familles aujourd'hui, ce sont des familles monoparentales. C'est souvent les mamans qui s'occupent des enfants. Les papas, et c'est pareil, je généralise pas, d'accord, mais c'est souvent les pères qui sont absents. Les mamans, du coup, se trouvent à éduquer seuls leurs gamins. Des fois, ce sont des familles monoparentales avec 2-3 enfants. La maman travaille énormément à côté. Elle n'a pas malheureusement le temps nécessaire. À partir de là, tu te retrouves avec pas mal de gamins livrés à eux-mêmes. Soit ils grandissent seuls devant YouTube à consommer certaines choses qui vont du coup les faire grandir et pas forcément bien. Soit tu vas te retrouver avec des gamins qui eux, vont être plongés dans le milieu du narcotrafic parce qu'il y a énormément d'argent et la maman travaille, mais ça ne ramène pas assez d'argent pour acheter des chaussures à 200 € par exemple, ou des survêtements très chers. Et donc voilà, en fait, on fait passer toute une évolution du système qui fait qu'aujourd'hui, nous en sommes là, en fait. Par exemple, quand on parle d'éducation, je vois qu'il y a beaucoup, ça revient, je crois que
j'ai pas envie de dire de bêtises. Si je dis des bêtises, en tout cas, je tiens à m'excuser auprès de vos téléspectateurs et des internautes. Mais je crois que c'est Bruno Retailleau ou certaines autres personnes qui veulent enlever la CAF aux familles qui ne font pas leur travail. Alors, j'ai réfléchi à cette proposition. Eh ben, que ça plaise ou non, je vais vous dire un truc. Cette proposition, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien se retrouver dans une famille totale, complète, ou une famille monoparentale avec 2-3 enfants. Admettons que vous avez un enfant qui est en 5e, d'accord, qui fait n'importe quoi à l'école et autres, et lui qui est condamnable, qui passe par des conseils de discipline, voire des lourdes sanctions. Donc ça voudrait dire que ce gamin-là, du coup, on se retrouve quelque part à le sanctionner, on sanctionnerait avec la CAF coupée. Mais imaginez si en l'occurrence, les deux enfants qui sont à côté, eux, travaillent super bien à l'école, ont des super notes et ont besoin aussi de ces aides-là en fait pour manger ou autre. Donc on fait quoi? On va en fait sanctionner toute une famille alors qu'il y a un élément qui ne va pas. Et je trouve que ça serait contre-productif parce que du coup, ces gamins-là, eh ben, on les replongerait dans le narcotrafic. On les replongerait d'une manière ou d'une autre dans un milieu dans lequel il va falloir faire de l'argent. Donc, je suis pour la politique du méritant. Un élève parti de rien qui a des difficultés, qui se bat, qui est toujours à l'école, qui respecte le professeur, les enseignants, le corps enseignant et qui prend des bonnes notes, cet élève-là, oui, il mérite. Il mérite. Les élèves méritants, il faut les mettre en avant. Pour les autres, il faut trouver des solutions. En France, nous avons des centres éducatifs fermés. Ce sont des prisons qui sont adaptées aux mineurs. Je veux dire, les centres sont ici, ils sont présents. Donc, nous avons d'autres solutions. Et je prends vraiment pour cette réflexion-là. On ne peut pas sanctionner toute une famille. Il y a un élément qui ne va pas. On doit prendre cet élément. On doit le préserver, le mettre dans un centre adapté pour le faire évoluer et le faire grandir. Et je pense que, quelque part, une fois de plus, ça sera bénéfique et pour la famille, et pour le milieu éducatif, et à l'arrivée pour la France entière. Donc, il faudrait alors renforcer plus la sanction ou la prévention? Tu dois obligatoirement passer par de la sensibilisation et de la prévention dès le plus jeune âge. Mais quand tu parles de prévention et de sensibilisation, attention, sensibiliser et prévenir les enfants, c'est bien, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle de cyberharcèlement, de harcèlement ou de consommation d'écran, maintenant, il va falloir sensibiliser les parents. Là, par contre, si les parents ne viennent pas, une fois ça va, 2 fois, il faut mettre une sanction. Oui, ça oui. Parce que les parents aussi, il y a la responsabilité parentale qui n'est plus exercée en France et les parents doivent aussi faire ça, c'est leur travail. Moi, j'ai donné vie à mes enfants. Et ben là, ils sont à côté. Après, je vais aller faire à manger avec eux. Mon fils fait 13 ans bientôt. Il a un temps d'écran. Mon fils n'a pas les réseaux sociaux, à part Instagram en compte privé. Ma fille, c'est pareil. Ma fille a 7 ans. Je regarde tout ce qui se passe. Et ça fait partie de mon rôle de père. Et pourtant, je vis seul avec mes enfants. Je vis seul avec eux. Il n'y a pas la maman. Je suis en 1 semaine sur 2, si vous voulez, en garde alternée. Mais à un certain moment, sensibiliser les enfants, prévenir les enfants, c'est bien. Mais la prochaine étape, c'est aux parents de faire leur travail. Et ce qui est dingue aujourd'hui, c'est qu'on va devoir se retrouver à apprendre à certains parents comment élever un enfant. C'est ça qui est dingue. Parce qu'ils disent tous, mais non, c'est pas à nous de le faire, c'est à l'école de la République. Mais non, mon pote, l'école de la République est là pour apprendre de savoir à tes enfants. Ils sont là pour leur apprendre l'histoire de France, les mathématiques, la lecture. Ils ne sont pas là pour dire à ton enfant, voilà, tenir la porte à quelqu'un, à un adulte, dire merci, dire bonjour, savoir lever la main, savoir écouter, n'importe quoi. C'est aux parents de faire ça. Si tu avais une question à poser aujourd'hui à la jeunesse des quartiers, qui n'est pas intégrée, qui brandit des drapeaux qui ne sont pas les drapeaux français, qui font les cons, en fait, tout simplement, et qui vont casser des abribus ou des choses comme ça, qu'est-ce que ce serait cette question? Alors, je pense que je poserai une seule question. Êtes-vous conscient, avez-vous conscience du mal que vous faites à vos parents qui ont tout fait pour essayer de vous apporter une éducation, et ce, malgré les problématiques rencontrées aujourd'hui sur le plan économique en France? Êtes-vous conscient du mal que vous faites à l'image de la France à l'international? Et êtes-vous conscient du mal que vous faites à vous, la nouvelle génération? La conscience. Êtes-vous conscient de ces 3 points-là? Parce que si vous me dites que oui, nous sommes conscients, à un certain moment, c'est pas entendable. Voilà, juste ça. Poser une question sur la conscience et toujours pousser à la réflexion. Une question justement sur une expression qu'on écoute tout le temps, ou presque tout le temps sur les réseaux sociaux. Et des gens qui disent « j'aime la France, mais je n'aime pas les Français ». Qu'est-ce que vous pensez de ça? Les gens, cette question, Soraya, je ne sais pas où tu l'as eu, mais les gens qui disent « j'aime la France, mais je n'aime pas les Français ». C'est quoi? C'est des personnes qui ne vivent pas en France qui disent ça? Ils sont en France, en fait. Moi, quand je vais aux États-Unis, mes potes sont américains, sont viennent de partout, ici, tout partout. Ils diront toujours, je suis américain, après je suis haïtien. Tu vas chez eux, tous mes potes ont un studio à Miami. Ils ont tous le drapeau américain, et à côté, ils ont le drapeau haïtien. En France, c'est différent. Et hier, tu soulevais un drapeau français, on te disait raciste, fasciste. Non, moi j'ai mon drapeau algérien, et j'ai mon drapeau français.
À moi, tu vas me traiter de raciste. Non, c'est qu'à un certain moment, la France nous a ouvert les bras. Elle nous a donné de l'amour. Elle nous a beaucoup donné. Et avant qu'on commence l'émission, je te disais un truc. Tu sais, aujourd'hui, je cherche une chose. La France m'a donné de l'amour, donné l'éducation, donné une chance, donné. Aujourd'hui, je cherche juste le moyen de lui rendre cet amour et cette bienveillance. Soraya, c'est moi qui vais te poser une question. Est-ce que tu imagines, parce que je sais que c'est chaud, la Colombie, est-ce que tu imagines vivre tout ce que Paris a vécu lors de la finale de la Champions League en Colombie? Imagine, le plus grand club colombien gagne la Copa América, je sais pas, gagne une fantastique compétition de football. Hein? Est-ce que tu imagines ça? Frapper sur les policiers, frapper des pompiers, ou casser des vitrines, brûler la voiture du voisin? Non. Moi, ce que j'imagine de ton pays, c'est l'Amérique du Sud. C'est danser, chanter. J'imagine ces filles, toutes belles les unes que les autres, en train de danser, tranquilles, sans se faire agresser, sans se faire toucher la poitrine, sans se faire violer, sans se faire traiter de tous les noms. Et je vois tous les mecs des quartiers en train de danser, le drapeau colombien, tout ça. Avec les Français. Danser avec les Français. Intégrer les deux cultures, en fait. Mais bien sûr. Donc pourquoi on voit ça chez nous? Que ce soit au Brésil, que ce soit partout. En Algérie, au Maroc, en Espagne. Pourquoi? Parce que tout simplement, à un certain moment, c'est en train de craquer. La France est en train de craquer et c'est pour ça que le mouvement Lève-toi existe. Éducation, réflexion, proposition, action et unité. Et je te promets que je ne lâcherai pas l'affaire. C'est super. Est-ce que la France est raciste? Je crois que la France est un des pays au monde qui a ouvert ses bras à chaque enfant de la Terre. À chaque enfant de la Terre. Et à ce jour, aujourd'hui en France, et ça c'est terrible, tu peux venir d'où tu veux. Moi, je connais des histoires dans lesquelles des gens n'ont jamais travaillé en France. Ils arrivent en France, à un certain âge, ils touchent de l'argent. Chaque mois, ils touchent je ne sais pas combien d'aides. Et ça, il faut quand même aussi le repenser. Parce qu'il y a aussi des retraités en France qui ont travaillé toute leur vie et qui n'ont rien. Et qui galèrent. Et ça, ce que je dis, c'est pertinent. Moi, demain, si j'ai jamais travaillé aux États-Unis, en Colombie ou en Algérie ou quoi, que j'arrive à 70 ans en là-bas et que je dis, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. Et comme ils disent, non, mais hey, t'as jamais produit de matière, t'as jamais travaillé ici? Ben non, on peut pas. Ben je dirais, ben ouais, c'est normal en fait. Donc je pense qu'à un certain moment, la France est un des pays au monde, et tout le monde le sait, qui aide énormément. La France ne te laissera jamais mourir. Jamais mourir. Mais je pense que c'est simple. À un certain moment, il va falloir un peu avoir cette mentalité américaine, dans laquelle on a le droit d'être fier d'un pays comme ça. Ce pays, c'est le nôtre à tous. Que tu sois musulman, catholique, juif, arabe, noir, on s'en fout. Aime le pays qui t'ouvre les bras. Aime-le. Il te donne de l'amour. Putain, aime-le. Parce que si un jour cet amour naît, je te jure que ce pays, dans 10 ans, il va changer et tu n'auras que des sourires. Et c'est ça l'objectif. Que des sourires. Il y a du travail. Bien évidemment, tous les combats sont difficiles. C'est pas en 2 semaines que tu vas changer l'image de la France. Mais on est en train de faire les choses. K.O., qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes en France de classe moyenne et basse moyenne et moyenne, on va dire, qui travaillent beaucoup, malgré ce qu'on peut dire des Français, les Français travaillent beaucoup, qui payent beaucoup d'impôts et qui donc, en voyant justement une redistribution qui peut être considérée comme pas équitable, tu l'as dit, des gens qui arrivent sur le territoire français qui touchent de l'argent sans avoir jamais contribué, des personnes qui profitent de la CMU par exemple, qui ont des rendez-vous prioritaires chez les médecins, les dentistes, alors que le citoyen français va attendre 2 mois, 3 mois, parfois faire 400 km pour aller trouver un spécialiste. Qu'est-ce que tu leur dirais à cette frange de la population qui bien souvent est tentée par le vote de ce qu'on appelle l'extrême droite en France? Alors on pourra en reparler, cette histoire d'extrême droite, on sait ce que c'est que l'extrême droite en Colombie, qui fait des génocides et qui tue les gens à la chaux, c'est pas du tout la même chose en France, mais on va dire la droite en France qui sont tentés par le vote de droite, appuyés, on va appeler ça comme ça. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les rallier à cette tentative de compréhension mutuelle? Alors, déjà, avant toute chose, moi, par exemple, quand je fais des lives sur mes réseaux ou quand je discute avec des gens, je leur dis bien, vous êtes libre de voter qui vous voulez. Voilà, qui vous voulez. Maintenant, il faut être dans l'analyse. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu te retrouvais avec les Républicains, les LR, qui, eux, tapaient des scores pendant les présidentielles ou d'autres à 30%, 33%, voire plus, et tu te retrouvais avec un Front National qui tapait les 8, 9. Quand tu analyses le spectre politique, aujourd'hui, c'est l'inverse. Tu te retrouves avec un RN fort qui tape les 30, voire peut-être 35, et tu tapes les LR beaucoup plus bas. Une fois de plus, ça fait partie de cette évolution. Maintenant, c'est une histoire de bon sens. De bon sens. Tu as une société. J'ai jamais travaillé pour ta société. Et je viens te voir, je fais salut Steph, ça va? Bon, bah écoute, voilà, je suis pas de là, je suis pas ta société, s'il te plaît. Par contre, est-ce que tu peux me donner 1000 balles par mois? Mais tu vas me regarder, tu vas me dire, hey, ben non. Par contre, si tu veux, j'ai un poste à t'offrir. D'accord? Faisons une période d'essai et je t'ouvre la porte pour travailler. Et puis tu bosses et on développe ma société. Et puis cool.
c'est du bon sens. Il ne faut pas oublier que quand le président est arrivé en 2017, il a eu des propos sur les personnes qui vivaient dans la rue, il disait « Plus aucun SDF dans nos rues d'ici je ne sais pas combien d'années ». Moi, je marche dans ma ville et j'aime énormément ma ville. Et ça, c'est pas à cause de la mairie de Nice ou quoi que ce soit, c'est à cause de la société. Tu marches dans la ville, malheureusement, tu vois quoi? De plus en plus de gens dans le besoin, de plus en plus de précarité, de plus en plus d'SDF. Maintenant, par rapport à toutes ces personnes-là qui travaillent, qui ont du mal à trouver, qui ont du mal à payer une mutuelle, qui même des fois sont obligés de se faire soigner une dent et ils se retrouvent à se dire hey, je fais quoi? Est-ce que je vais m'acheter un bout de viande pour moi et mes enfants ou est-ce que je vais me faire soigner la dent? À quel point on en est? On ne peut pas accueillir tout le monde en France. Et je pense que c'est le message qu'il faut faire passer au monde entier. Bien sûr, à un certain moment, on a connu une époque sur laquelle on pouvait. Quand on accueille quelqu'un sur notre terre, on se doit de l'accueillir comme il faut. C'est-à-dire lui présenter des propositions de développement, d'emploi, d'embauche, sur le plan de trouver un appartement, location de maison. En fait, on doit pouvoir lui présenter un avenir, une idée d'avenir. Aujourd'hui, cette idée d'avenir, elle est quasi inexistante. Parce que même ceux qui travaillent en France, les Français comme moi, comme toi, du coup, sont impactés directement par l'inflation, par le coût de la vie, par le loyer aujourd'hui qui représente quasiment 50, voire 60%, peut-être même plus d'un salaire moyen quand on voit la différence entre le brut et le net. C'est ça la réalité. Donc à un certain moment, il faut dire à tout le monde, à tous ces gens, je vous jure pour l'instant en France, c'est pas méchant, mais on ne va pas pouvoir. Maintenant, les réfugiés politiques, bien évidemment, de toutes ces zones de guerre. Je pense en Arménie, je pense à ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien, je pense à tous ces conflits. Bien sûr que la France acceptera toujours de recevoir des réfugiés de guerre, des réfugiés politiques. Mais pour les autres qui rêvent de ce fameux rêve français, non, et je pense que ça fait mal de le dire. Mais on doit être franc, leur dire que je peux pas, on peut pas. À l'image d'un appartement, tu as un studio de 20 mètres carrés, tu vis avec ta femme et ton fils. On te demande d'accueillir des gens dans le besoin. Tu vas pouvoir accueillir 2 personnes. Tu vas pouvoir les aider. Prêter ta salle de bain, tes toilettes, tout ça. Tu iras même jusqu'à prêter tes vêtements. Parce qu'on est nés comme ça, les Français. On a un cœur énorme. Mais tu peux pas, si on te demande 2 autres personnes en plus, c'est tellement gentil que tu vas dire oui. Mais sauf qu'en fait, au sein de ton domicile, ça va faire naître des tensions à un certain moment. Malgré que tu as un cœur énorme. Donc non, on doit parler, on doit expliquer aux yeux du monde qu'en ce moment, en France, nous connaissons des problèmes d'ordre économique et qui ne nous permettent pas aujourd'hui de faire ce qu'on pouvait faire dans les époques, en 1980 jusqu'à 90. Il faut être franc et sincère. Et je pense que les politiques n'ont pas cette sincérité parce que ça fait mal, je les comprends. Moi, c'est facile de parler parce que je suis un petit mec de cité et c'est facile. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas président. Mais j'imagine que pour un ministre, un président ou un homme d'État, je pense que ça doit être dur de dire ça aux Français. Mais quelque part aussi, je suis sûr que si demain un homme d'État, un ministre ou un politique se dirait ça face caméra à la France entière, je suis sûr qu'il y aurait énormément de Français qui salueraient cette sincérité et que cet homme politique prendrait des points. A contrario, prendrait des points. Ça, j'en suis aussi persuadé. Et c'est quoi ton but, Kao, avec tout ce que tu viens de dire? C'est pas pour l'argent, c'est pas pour faire la politique. C'est quoi ton objectif avec le mouvement Lève-toi? Soraya, tu sais, quand tu tiens un mouvement comme ça, et que ce mouvement, j'espère, est amené à grandir, tu seras applaudi. Tu as plein de gens qui vont venir te voir. Mais tu as d'autres personnes qui, elles, ils vont applaudir dans un premier temps, mais dans un second temps, tu risques de les gêner. Et tu es amené à avoir les plus gros soucis de ta vie. Même pas, je pourrais y penser pour le moment. J'ai qu'un objectif. C'est peser. Peser. Arriver à la table des grands, de ces gens-là qui nous gouvernent, qui ont fait les grandes écoles. Moi, j'ai pas fait les grandes écoles. Mais par contre, j'ai des idées pertinentes pour lutter contre le narcotrafic, pour proposer une France apaisée, lutter pour la sécurité des Français et pour l'éducation. Et c'est mes idées, quand j'en parle, quand je les développe, vous avez toute une grande partie de la population qui applaudissent en disant « Monsieur, ça fait longtemps qu'on attend ça ». Pourquoi on ne donne pas la parole au peuple? Moi, demain, si j'ai du pouvoir, j'obligerai chaque président pendant leur quinquennat et je les obligerai à faire minimum 2 référendums. Un sur la sécurité intérieure du pays et le deuxième sur ce qu'ils veulent. Mais à un certain moment, tu dois laisser parler ton peuple. Tu ne peux pas dire comme quoi on est le pays des Lumières. Liberté, égalité, fraternité. La liberté, elle est où? Laissez le peuple libre. Le dernier référendum que la France a eu, ça a été en 2005 pour l'Europe. Les Français ont dit non. Mais ils ont quand même fait passer ça en oui. Pourquoi? Écoutez le peuple. Vous avez peur du peuple? Nous sommes le peuple. Nous sommes éduqués à l'école de la République. Nous sommes pères et mères de famille. Nous sommes intelligents. Nous ne sommes pas stupides. Nous ne sommes pas des bulletins. Nous ne sommes pas des portefeuilles qui vont payer des taxes ou des impôts. C'est ça en fait le message. Mais quand tu dis ça, à un certain moment, je pense que ça peut faire peur certains. Et moi, je ne suis pas là pour faire peur. Je veux clasher personne. Je ne veux pas rentrer en guerre. Je veux juste que mon fils sorte dehors et je veux qu'il profite de la vie sans se prendre un coup de couteau pour une casquette. Je veux juste que quand tu ailles faire les courses avec tes gamins, que tu puisses remplir ton frigo avec un coût avec un certain coût. Je veux que mes frères et sœurs des Dom-Tom en Martinique et en Guadeloupe ne payent pas 4 yaourts, 7-8 euros.
Elle est là le truc. Je veux qu'une femme qui fasse le même travail qu'un homme touche exactement le même salaire et pas moins 15 ou moins 20%. C'est ça l'égalité. Ils ne sont pas foutus de faire ça. Ils ont le pouvoir. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Et derrière, après, vous allez défendre les violences faites aux femmes. Et tant mieux, il faut les défendre. Mais quand tu défends l'égalité, l'égalité, elle se défend partout. C'est pas normal. Et quand on leur dit, oui, mais les dom-toms payent 10 fois plus cher leurs courses, leur nourriture, est-ce que c'est normal? Ils sont français comme moi. Pourquoi vous les discriminez, ces gens-là? Pourquoi vous discriminez les femmes? Pourquoi vous les payez moins qu'un homme? Alors que la femme porte la vie, donne la vie à la maison, quasiment tout le monde sait que c'est elle qui fait tout, le ménage, la nourriture, toutes ces choses-là. Pourquoi? Et ça, c'est des questions qui gênent. Pour résumer un peu ce qu'on a parlé déjà, on peut dire que la France ne peut pas accueillir plus de gens pour des problèmes économiques. Et de notre côté, c'est aussi, il ne s'agit pas de la nationalité des gens qui sont déjà là, sinon de comportement. On est d'accord? Exactement. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. Est-ce que c'est du racisme? Je suis un Africain, je suis français d'origine algérienne et très fier français. Ce n'est pas du racisme, c'est du bon sens. Si demain, Soraya, Stéphane, avec vos enfants, je vous accueille chez moi dans mon appartement à Nice et tu me dis KO, j'en ai envie de rester un mois à Nice, je ferai en sorte de t'accueillir, que tu t'endormes tranquillement chaque soir avec ton mari et tes enfants. Voilà, pas qu'on soit assis dans mon lit comme ça, qu'on dort mal et que ça commence à se taper les yeux. Non, on doit respecter l'être humain. Au-delà de la religion, tout ça, c'est des bêtises. Mais il faut être vrai, il faut être sincère. Moi, je porte ce message de sincérité et je te le dis, que ça plaise ou que ça plaise pas. Mais on doit parler aux gens comme ça. Merci beaucoup, Kao, pour ta franchise. Merci beaucoup pour ton temps. Et j'aimerais bien que tu laisses un message pour les gens, soit des gauches, soit des droits, blanches, noirs, arabes, latinos. Un message pour tout le monde qui comprenne ce que tu veux dire. Alors, je vais bien regarder la caméra et me rapprocher un peu. On est en 2025, de plus en plus de précarité à travers le globe, à travers le monde, de plus en plus d'actes de violence, des guerres. On injecte de l'argent dans les lobbies de l'armement et on est capable de regarder des gens dans nos rues en France, dans le monde entier, mourir dans le besoin. On les filme sur Snapchat et au lieu d'aller aider, on va juste partager la vidéo pour essayer de faire du buzz, des likes ou autre. Il va falloir à un certain moment, à travers le monde et pas qu'en France, revenir sur les bases humaines. Parce qu'en fin de compte, là où certains essaient de nous diviser, il faut juste se rappeler un truc. C'est qu'en fait, sur Terre, on fera juste un seul passage. La plupart, vous êtes père et mère. Si c'est le monde que vous laissez aux gamins, ce monde de violence et de haine, alors prenez vos responsabilités. Moi, j'ai le même sang que vous. Même si on n'a pas les mêmes religions, même si on n'a pas les mêmes origines. Et à un certain moment, si on revient sur des bases humaines, à ce moment-là, on va se retrouver tous ensemble vraiment pour construire un nouveau pays. Et peut-être même que ce message de paix touchera peut-être demain la Colombie, le Brésil, la Belgique ou autre. Est-ce que je suis utopiste? Évidemment que je suis utopiste. Mais je pense que tous ceux qui ont mené des combats immenses et qui ont marqué le temps, qui ont marqué le monde à travers le temps, à la base, étaient des utopistes. Donc je vous embrasse à tous. Merci à votre média de m'avoir accueilli. J'espère que ce message, en tout cas, sera entendu de tous. Je m'appelle Karim, je suis fondateur du mouvement Lève-toi. Et j'espère encore faire du bruit dans les jours et dans les mois qui vont arriver. Merci à tous. Il va falloir composer le 18. L'histoire que je viens de conter est triste mais malheureusement vrai. Tu vas l'entendre maintenant car tu es malheureusement prêt. L'histoire d'un jeune devenu assassin à 16 ans. Perdu et mal à l'aise, j'écris son histoire sur du ciment frais. Tu sais, tu en avais de la chance, hein. Ton père travaillait dur juste pour t'offrir des vacances. Ta mère enchaînée.